Bonjour Nicolas Pouvremonti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Merci à vous. Bonjour Romain. Vous avez publié une étude très intéressante, très documentée sur le coût de l'immigration pour la France. Déjà, pourquoi avoir fait cette étude? Il y a peu de chiffres, c'est un tabou pour l'État. L'État enquête assez peu sur ce sujet. Ce qui est certain, c'est qu'on touche là à l'un des sujets sur lesquels il y a encore débat en matière d'immigration. On entend souvent effectivement que notre politique d'immigration aurait des aspects négatifs, des externalités, comme on dit, sur la sécurité, sur l'éducation, sur un certain nombre de champs de la vie sociale, mais qu'en revanche, sur un plan économique, sur un plan comptable, la société et l'économie française s'y retrouveraient. Et on a voulu effectivement passer au tamis des chiffres cette affirmation. Et ce qui en ressort n'est hélas pas très réjouissant, mais j'imagine qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Bah oui. Alors, on découvre que, déjà, un chiffre global, que l'immigration coûte 3,4% de PIB à la France. Ça veut dire quoi très concrètement pour nos téléspectateurs qui se réveillent? 3,4% de PIB, le coût de l'immigration. Eh bien, 3,4% de PIB, c'est l'équivalent d'à peu près 100 milliards d'euros. D'où viennent ces 100 milliards d'euros? Ils viennent d'une réalité majeure qui est que l'immigration accueillie en France est beaucoup moins au travail, beaucoup moins intégrée au marché du travail qu'ailleurs en Europe. Le taux d'emploi des immigrés en France est l'un des plus faibles d'Europe, c'est le deuxième plus faible d'Europe. Seule la Belgique fait pire que nous d'un point. Ce taux d'emploi, il est encore très faible, il est même encore plus faible en réalité chez la deuxième génération, celle des descendants d'immigrés. Or, si les immigrés et leurs descendants étaient autant en emploi que le reste de la population, le PIB serait supérieur de 100 milliards d'euros. Donc il y a une perte potentielle de 100 milliards d'euros de produit intérieur brut, de richesse nationale. Et cette perte de richesse nationale, elle a aussi évidemment des implications en termes budgétaires. On estime que cette situation fait perdre environ 1,5% de PIB en recettes fiscales et sociales, 45 milliards d'euros. C'est-à-dire que l'État, si les immigrés et leurs descendants travaillaient autant que le reste de la population, aurait chaque année 45 milliards de recettes en plus. C'est l'équivalent d'un tiers des recettes de l'impôt sur le revenu. C'est plus que tout le budget du ministère de l'Intérieur. Donc on parle là de masse de dépenses qui sont Mmh. évidemment significatives. Il y a autre chiffre, on va décliner plusieurs résultats, plusieurs points qu'on découvre dans votre étude. Les recettes budgétaires apportées par les immigrés ne représentent que 86% de ce qu'ils coûtent. Hein. Ça c'est frappant. Oui, non, tout à fait. Alors, on s'est basé là-dessus sur des données de l'OCDE qui a pu procéder à cette comparaison pour l'ensemble des pays développés, donc les pays d'Europe, d'Amérique du Nord, le Japon, etc. Et effectivement, ce qu'on appelle le ratio budgétaire des immigrés en France, qui est, comme vous venez de le dire, la différence entre les recettes budgétaires qu'ils apportent et les dépenses publiques qu'ils consomment, est l'un des plus mauvais et l'un des plus déficitaires. C'est l'un des plus déficitaires d'Europe. Seuls l'Estonie et la Lettonie font pire que nous en la matière. Et encore, ce ratio de 86% est une moyenne, c'est-à-dire que si on avait les moyens d'aller un peu plus loin, par exemple, sur les origines migratoires, vous voyez, le taux d'emploi des immigrés algériens en France, il est inférieur de quasiment 7 points à celui de la moyenne des immigrés. Il est probable que si on parvenait à calculer avec des données plus fines le ratio budgétaire des immigrés algériens, par exemple, il serait encore plus faible que ces 86%. Mmh. Justement, le taux d'emploi des immigrés en France, inférieur de 10 points par rapport à la moyenne de l'OCDE. Comment ça s'explique que les immigrés travaillent moins en France qu'ailleurs? Je dirais qu'il y a trois grands types d'explications. Le premier a trait au motif d'entrée des immigrés en France. Sur une période de 15 ans, 2005-2020, la France a reçu l'immigration la plus largement pour motif familial de toute l'Europe de l'Ouest. C'était environ 41% des entrées d'immigrés permanents contre 10% pour le motif travail. Et donc évidemment, quand l'insertion sur le marché du travail n'est pas le motif principal d'immigration, à minima, il y a une latence et parfois il y a une difficulté ou une réticence persistante. Le deuxième facteur, c'est clairement le faible niveau de qualification de notre immigration. On a environ 36% des immigrés en France qui n'ont aucun diplôme ou seulement un niveau collège de leur pays d'origine. C'est plus de 20 points de plus que parmi les personnes sans ascendance migratoire, donc très forte part de personnes peu diplômées. Et puis peut-être un dernier facteur d'explication, il a trait à la distance culturelle spécifique de l'immigration qu'on reçoit en France. Notre pays a la particularité d'accueillir de l'immigration
la plus africaine du continent européen. La moitié des immigrés en France sont originaires d'Afrique. C'est 3 fois la moyenne de l'Union européenne. Et on sait que les systèmes de formation et les économies sont évidemment particulièrement différentes entre des pays comme le Mali ou les pays d'Afrique subsaharienne francophone et la société française contemporaine. Oui, donc peu de formation. Alors, il y a un chiffre qui est extrêmement important. Les descendants, et inquiétant, les descendants d'immigrés sont moins nombreux à être en emploi que leurs parents. Alors ça c'est fou. Comment vous l'expliquez ? Descendants d'immigrés, deuxième génération, 59,7% taux d'emploi en 2023, 62,5% pour la première génération et 70% pour les personnes sans ascendance migratoire. C'est-à-dire que les deuxièmes générations sont moins en emploi que leurs parents. Comment c'est possible ? Écoutez, c'est effectivement assez contre-intuitif. Il y a plusieurs raisons à ça. Effectivement, la part des descendants d'immigrés en âge de travailler qui ont vraiment un emploi est inférieure à la part des immigrés au sens strict de la première génération en âge de travailler qui a vraiment un emploi. Ça s'explique en partie, mais pas seulement, par des effets d'âge, c'est-à-dire que les descendants d'immigrés en moyenne sont plus jeunes que la population générale, avec peut-être aussi, du fait de cet âge, une latence pour s'insérer sur le marché du travail. Mais il y a évidemment d'autres raisons plus structurelles. Les descendants d'immigrés, et notamment dans certaines origines, sont en moyenne moins qualifiés que la population générale. Il y a aussi un enjeu d'intégration plus globale, économique et culturelle. Si on se fonde à nouveau sur les données de l'OCDE qui nous ont servi pour cette étude, on se rend compte que la part des jeunes descendants d'immigrés en France qui n'est ni en emploi, ni en études, ni en formation, est la deuxième plus élevée de l'ensemble du monde développé. Là aussi, la Belgique fait légèrement pire que nous. Et donc, il y a un enjeu majeur d'intégration sur cette deuxième génération qui est particulièrement nombreuse en France et qui étend et amplifie la question notamment du déficit budgétaire de l'immigration, parce que quand on ne travaille pas, on ne cotise pas ou peu et on ne paye pas ou peu d'impôts. Oui, alors un effort d'intégration, l'école est gratuite en France, hein. Donc la formation, on peut avoir une formation gratuite ou quasiment gratuite en France. Donc l'effort, je ne sais pas qui doit le fournir. Oui, non, ce qui est certain, c'est qu'au sein même de ces descendants d'immigrés, il y a des trajectoires très différentes qui montrent que le souci n'est pas l'école française. Le souci est le profil et les structures de certains types d'immigration. Pour vous prendre simplement deux exemples à deux extrémités du spectre, on se rend compte que la part des descendants d'immigrés d'Asie du Sud-Est en France qui ont un diplôme supérieur à Bac+2 est la plus élevée parmi l'ensemble des origines migratoires extra-européennes, supérieure même de mémoire à celle des personnes qui n'ont pas de parents immigrés, donc très grande réussite scolaire et donc très grande réussite éducative puis économique. Et à l'inverse, la part des descendants d'immigrés algériens, j'y reviens parce que c'est la population d'origine immigrée la plus nombreuse, qui n'ont pas de diplôme, reste très élevée à la deuxième génération. Donc il y a aussi un enjeu sur le profil d'immigration qu'on reçoit qui irrigue des conséquences sur tout le reste en vérité. Passionnant. Merci beaucoup Nicolas Pouvremonty. Merci de nous avoir débriefé de cette étude qui est passionnante. On devait se voir en début de semaine et puis il y a eu les frappes et une actualité internationale très chargée, mais je voulais absolument vous avoir. Merci beaucoup de nous avoir éclairé ce matin. Et cette étude, tous les chiffres, vous les retrouvez, c'est assez simple, c'est très bien présenté, très intelligent sur le site de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci beaucoup Nicolas, bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée à vous aussi.